J'adore les soirées pyjama. Être celui qui prendra ta vie, celui qui tuera tous tes amis. Oh. Salut. Pas trop ce que vous faites chez moi, mais bon. Vous aimez le cinéma? Parce que moi, oui. Le cinéma, comme tout type d'art, n'a jamais eu qu'un seul but, vous faire éprouver des émotions. Bonnes ou mauvaises, jamais personne n'est sorti d'une salle en se disant qu'il n'avait rien ressenti. Sauf si t'es un sociopathe. Effectivement, je n'avais pas pensé à eux. Faisons-nous pardonner. Être sociopathe n'est pas facile tous les jours. Ça commence par des mots, ça finit par des crachats, des coups, du sang. Alors agissons. Association Norman Bates. Ensemble, nous sommes plus forts. Sponsorisé par le docteur Hannibal Lecter. Niveau émotion, au mieux, ça donne ça. Mais putain, ce qu'il était cool ce film. Et au pire, J'ai perdu 10 balles et 2 heures de ma vie. Dans l'ensemble, il y en a pour tout le monde et pour tous les goûts. Tout le monde a son type de film. Et j'ai personnellement un petit amour coupable pour un genre de film en particulier. Bienvenue dans les ciné, laissez-moi vous prendre par la main et vous faire découvrir le monde merveilleux des slasher movies. Attention, par égard pour le jeune public, certains des extraits présentés seront logiquement violents. Il est donc fortement déconseillé que vous regardiez, mais si ça vous choque, vous êtes vraiment des gonzesses. Cordialement, la direction. le slasher movies, ou comment suivre un psychopathe dépourvu d'émotions dans sa quête vouée à l'échec de transformer une tripotée de clichés avec des jambes en panini bolognaise, le tout servi sur sa sauce de sous-texte sexuel constant. Un véritable plaisir pour toute la famille. Quand on parle de films d'horreur, bien évidemment, on parle des codes qui, une fois mis ensemble, font fonctionner la machine. Et le genre du slasher en est rempli. Si ça peut vous intéresser, l'association Norman Bates vous recommande chaudement le livre Game of Terror de Veronica. Pour la faire simple, une bande d'adolescents sont poursuivis par un tueur fou. Ils vont pratiquement tous mourir de manière originale et sans se mentir, c'est ce qui fait le fun de ce genre de l'épouvante. Halloween, Massacre à la tronçonneuse, Les Griffes de la nuit, Vendredi 13, etc. Autant de noms qui ont fait la popularité du genre et ils fonctionnent tous de la même manière. C'est d'ailleurs plutôt drôle de constater qu'au fur et à mesure de l'histoire du cinéma, les films qui ont le plus bousculé ces codes sont maintenant les films les plus cultes du genre. Le fonctionnement est simple. Il faut maximum 6 ados, dont chacun d'entre eux a une fonction bien définie. Le sportif, qui était fier, la vierge, pure et gentille, le crétin, en général le gars défoncé, la fille populaire et donc insupportable, l'intello qui au mieux fait avancer le scénario, et surtout, le héros. L'histoire du méchant sera liée à l'endroit où les ados vont, comme dans un Vendredi 13, ou à un personnage en particulier, comme dans Halloween. Il travaillera le plus souvent à l'arme blanche. Si tous les personnages meurent, le seul à rester en vie sera la Vierge, mais elle risque de devoir vendre chèrement sa peau. Et le méchant doit mourir de manière à penser qu'il peut revenir, / être ressuscité dans le cas contraire. Ce sont les bases du scénario. Bien évidemment, il en manque. Et c'est là qu'on arrive au premier problème de ce genre de film. Le concept se renouvelle difficilement. Et évidemment, si le premier film, ayant bien fonctionné, engendre des suites, arriver à un Jason 27 ou un Freddy 38, eh bien, le panier est tellement réchauffé qu'il ne fait plus vraiment envie. Les suites devenant de plus en plus comiques, limite de véritables nanars malgré eux. On peut retrouver le même problème que dans les films de super-héros et leur super franchise à rallonge. Malgré le fait que des millions soient investis dans les films, c'est la surdose qui commence à peser. Un peu comme un 6ème Big Mac alors que le 5ème n'avait déjà plus de goût tellement votre ventre est plein. N'oubliez pas de penser à ça quand sortira un nouveau Star Wars Story. Second problème, les personnages sont en carton. C'est à se demander comment ils ont réussi à pas s'étouffer en respirant tellement ils peuvent être cons. Regardez les amis, cette maison est libre pour le week-end. En plus ça tombe bien, c'est pile le 13 et les planètes s'alignent. Encore mieux, il n'y a qu'une trentaine de jeunes de notre âge qui y ont disparu. Et d'après le site touristique, la maison est placée pile sur un ancien cimetière indien. Mais c'est génial, je prépare mes affaires tout de suite. Rajoutez-vous une cible dans le dos pendant que vous y êtes. Enfin bref. Maintenant que la mise en contexte est faite, je vais enfin pouvoir vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. Dans l'idée, je n'ai fait cette vidéo que pour une seule et unique chose, vous présenter une petite série de slashers qui, à mon sens, mérite d'être vue. Pour certains, ils sont connus, et pour d'autres, un peu moins. Mais dans l'idée, si vous ne voulez pas être spoilé, ce qui pourrait arriver, n'hésitez pas à cliquer sur la tête d'Iggy, il vous enverra au prochain film. Numéro 1. Halloween de Rob Zombie. Si le premier vrai slasher sorti en 1974 est Black Christmas, c'est bien évidemment le film de John Carpenter Halloween, sorti en 1978, qui popularisera le genre. Alors pourquoi est-ce que tu parles de celui-là? Et moi je te demande pourquoi est-ce que tu te sers de ta langue comme papier toilette
L'œuvre de Carpenter est juste mythique. L'ambiance est parfaite et la musique est aussi marquante qu'un coup de fer rouge dans les tripes. Mais pourquoi je recommande le remake alors que le film de base est toujours aussi bon? Ça tient en un seul mot. Michael Myers. Rob Zombie a parfaitement compris que le véritable héros dans un slasher, c'est son méchant. Là où le premier film de Carpenter se présentait le premier meurtre de Michael enfant, puis basta, dans 10 ans on se rappelle on se fait une bouffe, celui de Rob Zombie le présente dès la première scène comme un futur psychopathe. Un enfant avec déjà de graves problèmes psychologiques. À mon sens, il a parfaitement géré son écriture pour rendre son personnage clé encore plus terrifiant. Non pas en lui donnant un passé décevant, comme c'est souvent le cas, mais en l'humanisant, en enrobant sa monstruosité avec un peu de jolie humanité. Car ce qui est le plus terrifiant chez un monstre, c'est qu'il est avant tout un être humain. Et contrairement à ce que beaucoup de gens en pensent, sa suite, Halloween 2, n'est absolument pas un film totalement oubliable. Rob Zombie avait juste un peu plus de contrôle sur le projet, ce qui lui a permis de mettre en avant les thématiques qui lui sont chères, celles qui sont plus psychologiques. Ça n'est absolument pas une merde oubliable comme j'ai pu en lire partout. Bon, on passe à la seconde. Numéro 2. La cabane dans les bois de Drew Goddard. Une bande de copains dans une maison de vacances pour le week-end et vont tous y mourir de façon atroce. Jusque-là, pas de quoi en faire un flanc. Et ce qu'il y a d'original avec ce film, c'est qu'il va récupérer tous les clichés et codes du slasher pour accoucher d'un excellent film. Les personnages sont vraiment très travaillés et vraiment réalistes. Et c'est dans l'hommage que le film prend tout son sens. Dans l'idée, le film est un patchwork de tous les monstres sacrés du cinéma d'horreur. Il exploite les défauts et clichés du genre à son avantage. Il pointe du doigt ce que nous, spectateurs, hurlons devant notre télé d'incompréhension quand un personnage fait quelque chose d'idiot. Mais va pas par là, tu vois bien qu'il y a un trou! Qui sont ces types? Pourquoi est-ce qu'ils ont l'air de tout contrôler? Pourquoi est-ce qu'ils font ça d'ailleurs? Qui a si peu de goût qu'il arrive à accrocher cette chose-là? Et que se serait-il passé si c'est le cube qu'ils avaient activé, et non le livre? Toutes les questions que le film pose trouveront leur sens dans un superbe climax dont nous gratifie Sigourney Weaver, et les personnages se retrouvent eux aussi dans le même léger état de frustration que nous. Les dieux géants et maléfiques. J'aurais bien aimé les voir. Moi aussi. On a failli bien s'éclater ce week-end. Il réussit la prouesse de nous scotcher à son univers, non pas avec de l'innovation, mais tout simplement en nous donnant envie d'en apprendre plus sur son dénouement. C'est un incontournable pour passer une bonne soirée entre potes. Dans l'idée, il me fait beaucoup penser à Tucker and Dale Fight le Mal, un excellent film hommage parodie. Numéro 3. Jason X de Jim Isaac. Pour faire un rapide résumé, Jason Voorhees, un enfant atteint de difformité faciale, va être maltraité par ses camarades au camp de vacances Crystal Lake. Les moniteurs ne regardant pas, le petit va se noyer, et quelques années plus tard, il revient et massacre tout le monde à un grand coup de machette. En 2001, Star Wars La Menace Fantôme est sorti depuis 2 ans, et l'attaque des clones pointe le bout de son nez. Autant dire que l'heure est à la SF. Bien évidemment, pour ceux qui ont regardé la saga des Vendredis 13 comme moi, vous vous dites que ce n'est pas un si gros ovni que ça. La saga a toujours flirté un peu avec la magie / la science-fiction. Mais là, pour le coup, on a quand même une machine à tuer dans le futur. Alors, pourquoi j'aime ce film? Parce qu'il pourrait être un bon film s'il n'était pas estampillé Vendredi 13. À l'image de La Cabane, c'est un patchwork de tout ce qui a fonctionné dans les années 90, début 2000. Matrix, Star Wars, Alien, Star Trek, etc. Mais pour le coup, une fois qu'on a viré tout le délire slasher, il reste de bonnes idées. Nanorobots en guise de médecin, jeux vidéo en vraie réalité virtuelle, intelligence artificielle robotique, bref, de bonnes idées, même si c'est un gros pompage bien sale. Un peu comme ta chaîne. Tu sais que t'es blessant, sac à puce. Pour conclure avec ce film, entre copains, avec quelques bières, il peut vraiment être fun. Numéro 4. Sœur de sang de Stuart Handler. Remake du film de 83, Sœur de sang raconte comment une blague de très mauvais goût va causer la mort d'une jeune fille membre d'une sororité. C'est des fraternités étudiantes pour les filles aux États-Unis. Les amis de celle-ci, légèrement responsables de sa mort, font un pacte et gardent le secret. Mais un an plus tard, un tueur se pointe et... Panini bolognaise, le tout avec une clé démontrou. Et je vais tenter de le répéter en espérant que ça soit moins con. Une clé démontrou. Vous comprenez que le film ne brille pas par son originalité. C'est encore la même recette. Mais avant de continuer dans mes explications, il y a un point très important sur lequel j'aimerais revenir. Quelle est la différence entre un nanar et un navet? Vous avez 4 heures.
Tout le monde a sa propre définition, et loin de moi l'idée d'imposer la mienne, mais peut-être qu'en comprenant ma logique, vous pourrez plus facilement comprendre pourquoi j'adore ce film. Pour moi, Un nanar est un film nul qui en devient drôle. Sans deck. Merci, Captain Constatation. La prochaine fois qu'on va chez Veto, je te jure que je te fais castrer. Plus sérieusement, Un nanar est un film avec de bonnes intentions de base. Un film qui tente d'être, mais qui pour X ou Y raison, explose en vol. Il peut avoir des qualités pour lui, un message, une ou deux scènes avec un peu d'originalité ou un peu d'audace, de bons décors, de bons maquillages. Mais force est de constater qu'à un moment, il se plante. Mais un AV, c'est différent. C'est le genre de film où, quoi que tu fasses, ce que tu regardes n'est pas mauvais. C'est nul. C'est le genre de nul condescendant que tu te prends dans la gueule de la part d'une prof quand t'as 6 ans et que t'es en CP. Hey, ton traumatisme d'enfance. En général, ce genre de film n'est même pas drôle, ils sont juste gênants. Pour exemple, toute la tripotée de films sortis de l'écurie Asylum. Le principe pourrait être bien, mais dans le fond, ça a des relents à crever. Pouvoir faire des films à petit budget qui font d'excellentes recettes est louable, mais dans ce cas précis, c'est réussir par la médiocrité. Pourquoi ne pas faire des petits films qui réussissent pour leur qualité? Pourquoi toujours continuer et vous forcer à faire de la daube? Mais après tout, c'est l'offre et la demande. Tant que les gens regardent, pourquoi est-ce qu'on s'empêcherait de faire de la merde? T'es vachement négatif quand même, les mecs ont pas de moyens. Pas de moyens, pas de moyens. Avec ou sans budget, pour peu que t'aies la passion et un bon scénario, tu peux faire de la qualité. Je veux dire, prends pour preuve la plupart des web-séries qui sont sorties jusqu'à aujourd'hui. Argument non recevable, votre honneur. Bref, pour en finir avec Sœur de Sang, pourquoi j'aime ce film? Pour ça. Il est 18h, je suis déjà bourrée. Et il sera enceinte pour 22h. La critique dans ce film est géniale. S'attaque le monde du physique et du paraître, de l'hypocrisie et de la pseudo-popularité dans les milieux scolaires, des dérives des fêtes étudiantes où tout doit toujours être extrême, et surtout, il le fait bien. Pour le reste, je l'ai dit, le film s'est planté sur son postulat de départ. Il ne fait pas peur, mais c'est pas le genre de film que tu regardes histoire d'avoir les pétoches, non. C'est le genre de film que tu regardes en te disant « Merde ! En fait, être populaire à tout prix fait de toi un sacré connard !» Et j'aime ce film pour ça. La réalisation a de très bons moments d'audace, comme pour le plan séquence en intro qui présente le caractère de tous les personnages principaux au détour d'une fête en quelques minutes. Les cadrages sont travaillés et essaient tant bien que mal de mettre une ambiance qui font mouche. Ils ne tombent pas dans les clichés du jumpscare à outrance comme beaucoup. Les morts sont sacrément inventives et à ce niveau, on comprend qu'avant de faire un film d'horreur, Stuart Handel a essayé de faire un bon film. Et pour moi, il a réussi. N'hésitez pas à vous en faire votre propre avis car c'est ça qui est le plus important. Vous pouvez aussi me dire ce que vous en avez pensé en commentaire ou juste en débattre. J'espère que cette première vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Si ça ne vous a pas plu, n'hésitez pas à la faire montrer à quelqu'un que vous n'aimez pas. Ça lui fera les pieds. Ah, et pour ceux que ça intéresse, je laisse un petit lien dans la description. C'est un site qui a un super article sur les slashers. Merci de m'avoir accordé un peu de votre temps. Je suis Simon Belmont et à bientôt pour une nouvelle vidéo.